Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Claire du trio. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, je vous présente, comme c'est la tradition dans les épisodes d'Histoire en série, vous êtes normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en histoire et culture des États-Unis à la faculté de lettres de Sorbonne Université. Vos travaux de thèse ont porté sur la représentation des personnages masculins blancs dans le cinéma sur le sud des États-Unis. Vous êtes intéressée dans ce cadre aux représentations des questions de race et de classe au cinéma, ainsi qu'à la censure dans les États du Sud à l'ère des lois Jim Crow. Donc la censure locale du cinéma hollywoodien est aujourd'hui votre axe de recherche principal. Ce cheminement vers le sud initié dans votre thèse vous a conduit à comparer la production filmique sur la région à celle de l'Ouest et vous êtes donc intéressé par la suite au western. Hein, et puis là, j'en arrive petit à petit à ce qu'on va voir aujourd'hui comme série, Claire. Et vous avez aussi co-dirigé la question sur les westerns au programme de l'agrégation externe d'anglais en 2018 et 2019 et co-dirigé un numéro de la revue scientifique. Vous avez mis là-dessus en bibliographie. Je laisse les auditeurs et auditrices se tourner vers notre site internet à la page de l'émission pour voir votre bibliographie à la fois personnelle et surtout sur l'émission qui est très très complète. Alors vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui avec Claire, on file vers l'Ouest américain, vers une des peut-être très rares séries quand même qui parle de western. Claire, Deadwood, est-ce que vous pourriez commencer par nous la présenter? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, je souhaite vous remercier de m'avoir invitée à parler de cette série que j'aime beaucoup, et qui mérite largement d'être regardée. Je pense qu'elle ne l'est pas assez parce qu'elle est restée un petit peu confidentielle peut-être. Alors le créateur de la série, c'est David Milch, qui était, connu avant Deadwood pour l'immense NYPD Blue. La série a la plus grande longévité sur la chaîne ABC. Alors, Deadwood, c'est une série qui est très originale et bien qu'elle montre un Ouest américain peu attractif, elle présente des qualités esthétiques indéniables. C'est la série qui a propulsé la carrière de l'acteur Timothy Olyphant, qui tient le rôle de Seth Bullock et qu'on a ensuite vu dans la série Justified, qui est un petit peu plus connue. Et elle présente aussi des acteurs qui étaient déjà reconnus pour leur talent, comme Ian McShane, Brad Dourif, Keith Carradine. Et c'est une série qui fut vraiment acclamée par la critique et qui a obtenu de nombreuses récompenses à l'époque, dont des Emmy Awards. Et notamment, Ian McShane a obtenu le Golden Globe du meilleur acteur. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est une série qui parle des westerns. On est donc sur l'histoire, mais vous avez intitulé votre première partie, Claire, entre histoire avec un grand H et histoire petit h. Donc, on est sur la grande histoire, mais aussi la petite histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces séries historiques, on en a parlé plusieurs fois dans Histoire en série, que ce soit de Deadwood à Rome, par exemple, il y a une certaine tentative d'ailleurs de démythification de l'histoire, et en particulier de ce grand mythe de la conquête de l'Ouest qui a été mis en avant, les cow-boys, les Indiens et tous les westerns des années 50 à 80. Voilà, c'est ça. Deadwood, en fait, prend le mythe de la conquête de l'Ouest à l'envers. C'est une série de 3 saisons, constituée de 12 épisodes d'à peu près une cinquantaine de minutes et elle fut diffusée de 2004 à 2006 sur HBO. Et ça participe aussi de la démythification de l'Ouest parce que HBO, elle est connue, hein, pour être, une chaîne qui propose des contenus orientés plutôt vers les adultes. Donc on a des scènes de violence, de gore, de sexe, du langage cru, et la série n'en manque pas du tout. HBO, elle est aussi connue pour ses programmations originales et qui visent un public plutôt intellectuel. Et donc, comme vous l'avez dit, en fait, j'ai intitulé ma première partie de Deadwood à Rome, parce que l'autre série qui est dans les cartons au moment où Deadwood est diffusée, c'est Rome. Et donc, c'est l'autre grande fresque historique de HBO qui a été diffusée de 2005 à 2007. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux séries proposent une relecture sans concession de périodes historiques qui ont été à chaque fois suivies d'une forte mythification et de nombreuses réécritures et réinterprétations.
Par exemple, si on prend Rome, Rome relate la chute de la République romaine et la naissance de l'Empire romain à travers le regard de deux soldats. Et elle présente un portrait qui se veut réaliste d'une période bien connue de l'Antiquité. Et cette Antiquité, en fait, elle a été largement mythifiée par le genre du péplum au cinéma, notamment lors du second âge d'or du genre dans les années 50. Et donc, par exemple, on pense à Quo Vadis de Marvin Leroy, Les 10 commandements de Cecil B. DeMille, Ben-Hur de William Wyler ou encore Spartacus de Stanley Kubrick. Et en fait, Rome, c'est pas seulement une réécriture de l'histoire avec un grand H, c'est aussi une réécriture d'un genre cinématographique classique, ultra connu et chéri des cinéphiles, c'est-à-dire le péplum. Et Deadwood, en fait, fonctionne sur le même principe. Donc ici, dans Deadwood, il s'agit de revoir toute la mythologie de ce qu'on appelle la frontière, c'est-à-dire cette période de l'exploration et de la conquête de l'Ouest américain. Et cette période de la frontière, on la situe traditionnellement entre 1865. Alors quand je dis on la situe, les historiens la situent traditionnellement entre 1865, c'est-à-dire la fin de la guerre de sécession, et 1890, quand la frontière est déclarée fermée, c'est-à-dire lorsque toutes les terres de l'Ouest sont considérées comme habitées et maîtrisées par les populations d'origine européenne. En fait, quand on dit considéré comme habité, c'est-à-dire qu'il y a 2 habitants au mile carré. Euh, la frontière, en fait, c'est un des concepts majeurs de la culture américaine. C'est un concept historique fondateur. Et c'est un concept que l'historien Frederick Jackson Turner a véritablement analysé, et notamment dans un discours qu'il a prononcé à l'organisation des historiens américains en 1893. Donc, il a prononcé ce discours de la frontière. Et dans ce discours, il dit que la frontière a modelé le caractère américain. Et que la conquête de l'Ouest, c'est la conquête de l'Ouest qui a donné naissance à la démocratie égalitarienne aux États-Unis. Et dans cet espace de la frontière, selon lui, la civilisation, alors évidemment, cette civilisation, il le conçoit comme plutôt blanche, triomphe de la sauvagerie en se confrontant à la nature, ce qui crée un esprit de liberté, d'innovation, d'égalité, là où l'Est cherche à contrôler et enfermer. Et par l'Est, en fait, on entend le gouvernement fédéral et tout cet héritage, en fait, de la colonisation britannique. Voilà. Donc, en fait, quand on va à l'Ouest, c'est là qu'on se libère. Et il y a une autre figure historique qui a beaucoup mythifié l'Ouest, c'est Theodore Roosevelt, qui fut président des États-Unis. Et en fait, lors de la période de la frontière, il a fait partie d'un régiment de l'armée américaine lors de la guerre hispano-américaine. Et ce régiment, il s'appelait les Rough Riders. Et après avoir fait partie de ce régiment, il va en parallèle aussi construire le mythe d'un Homo americanus, dont la masculinité se construit dans la violence, par la conquête et la confrontation à la sauvagerie. Donc, il met en place toute cette mythification d'un vrai homme de l'Ouest qui est un homme fort, musclé, héroïque. Et donc, en même temps que se construit cette historiographie de l'Ouest, vous avez en même temps des hommes comme Buffalo Bill qui mythifient la conquête de l'Ouest pour le grand public, en Amérique du Nord et en Europe. Et Buffalo Bill, il met en place un spectacle itinérant qui s'appelle le Buffalo Bill Wild West Show, où interviennent toutes sortes de figures devenues célèbres en grande partie grâce à ce spectacle. Donc lui-même d'abord, parce qu'il se mettait en scène évidemment, Buffalo Bill. Mais on a aussi Sitting Bull, Wild Bill Hickok, Calamity Jane, etc., etc. Et donc, en fait, vous avez 3 couches dans la conquête de l'Ouest, on va dire. Donc, il y a ce qui se passe dans la conquête de l'Ouest, les pionniers qui viennent à l'Ouest et qui conquièrent l'Ouest. En même temps, on a cette historiographie de l'Ouest qui est en train de s'écrire avec Frederick Jackson Turner, avec Theodore Roosevelt. Et troisièmement, on a toute cette couche du spectacle, de la mise en scène, de la mythification de l'Ouest. Et donc, on va retrouver en fait tout ça dans le western, toute cette strate. Et notamment, on va retrouver ces figures historiques que j'ai mentionnées, Wild Bill Hickok, Calamity Jane. Et toutes ces figures, on va les retrouver dans Deadwood. Mais comme dans Rome, Deadwood va prendre tout ça à l'envers.
Et la représentation de la conquête de l'Ouest est radicalement différente de celle du western classique. Donc, le western classique, c'était les grands paysages, les cow-boys, les Indiens, la confrontation avec les Indiens. Mais dans Deadwood, en fait, l'Ouest est boueux. Les héros sont pitoyables, ils sont plus cruels les uns que les autres. Parce qu'en fait, l'idée principale dans Deadwood, c'est la question principale, on va dire, c'est comment est-ce que l'ordre peut sortir du désordre. Et donc, là, ils sont confrontés à un espace qui est sans institution politique. Et donc, ces personnages, ils vont chercher à survivre par tous les moyens. Donc, Deadwood renverse complètement la mythification de westerns comme My Darling Clementine de John Ford, Shane de George Stevens, et globalement tous les westerns dans lesquels joue John Wayne. Et donc, comme dans Rome, qui revisite à la fois l'Antiquité et le péplum, on voit que dans Deadwood, il y a une double réécriture, une réécriture de l'histoire avec un grand H de l'Ouest, et une réécriture de l'histoire avec un grand H du western. Et petite anecdote sur Deadwood, en fait, Timothy Olyphant, pardon, il a raconté dans plusieurs interviews que, en fait, il était très fier de jouer dans Deadwood. Il avait dit à sa mère, écoute, je joue dans un western. Et lorsqu'il s'assoit avec elle pour regarder le premier épisode, au bout de 10 minutes, sa mère dit, mais ce n'est pas un western. Et lui, il lui répond, mais si, c'est un western. Et elle lui répond, mais non, je vais devoir rappeler toutes mes copines pour leur dire de ne pas regarder ça. Voilà, donc ça montre en fait que Deadwood en fait, renverse totalement le genre du western. Oui, effectivement, Claire, hein, c'est aussi une volonté de la chaîne HBO qui, vous l'avez dit, avec la série Rome, a véritablement changé les canons de la série historique et Deadwood est dans cette veine-là. Alors, peut-être, est-ce que vous pourriez maintenant nous dire comment les showrunners de la série s'y sont pris pour cette réécriture à la fois de la vision de l'Ouest américain, de cet Ouest sauvage qui fait partie, vous l'avez dit, du mythe de la construction états-unienne et en même temps, comment est-ce qu'ils ont changé à travers Deadwood les canons du western qui étaient, j'allais dire, plus ou moins fixés dans le marbre avec ces westerns spaghetti? Les showrunners ont effectivement repris le western en réécrivant tout ce qui est convention du western. Donc, si on reprend l'histoire de la série, on voit que Deadwood se situe dans ce qui est le Dakota du Sud à l'époque, avant l'annexion de la région par le territoire du Dakota, et environ 10 ans avant que le Dakota devienne un État. Alors, à cette époque, Deadwood, qui existe vraiment, hein, c'est un camp de chercheurs d'or qui se développe quand le plus grand filon d'or des Black Hills est découvert, ce qui attire de nombreux mineurs dans la zone. Alors, l'action de la série se situe en juillet 1876. C'est juste après que le général John Armstrong Custer, une autre figure mythique de la conquête, qui est tristement connue pour ses nombreux massacres de tribus amérindiennes, et notamment les Cheyennes, a été tué à la bataille de Little Bighorn. La bataille de Little Bighorn, c'est là où l'armée américaine s'est opposée à une coalition de Cheyennes et de Sioux qui était dirigée par Sitting Bull. La région avait été volée aux Lakota par le traité de Fort Laramie en 1868 et la défaite de l'armée américaine laisse toute cette zone en suspens. L'État fédéral n'y est pas encore présent et chacun fait sa loi. Tout ce contexte historique n'est pas indiqué au spectateur. C'est le spectateur qui doit deviner le statut incertain de Deadwood par les références des personnages à l'absence d'institution. Dans le premier épisode, Seth Bullock, l'ex-marshal, arrive à Deadwood avec son partenaire Solstar, ayant pour projet d'ouvrir une quincaillerie. La ville en construction, elle est en effet propice à ce genre de projet, puisque les chercheurs d'or ont besoin d'outils. Il loue un emplacement à House Warren, le propriétaire du saloon, qui est aussi un bordel, le Gem, et croise à Deadwood de nombreuses figures de la conquête de l'Ouest, comme Wild Bill Hickok et Calamity Jane. Bullock, Starr, Swearingen, Hickok, Calamity Jane, ce sont tous des personnages qui ont réellement existé, mais leurs interactions sont imaginées par la série. La série, en fait, elle fait un mélange de personnages historiques ayant réellement existé et de personnages fictifs. Donc, les personnages fictifs, on a par exemple Trixie, la prostituée, et Alma Garrett, la riche veuve dont Bullock tombe amoureux. Et très vite,
le spectateur perçoit l'ultra-violence qui règne à Deadwood. Et ça, c'est vraiment un renversement par rapport au western classique. Notamment, House Warringen, c'est un personnage qui est totalement dénué de scrupules, dont le langage est particulièrement fleuri. Donc, on entend les termes fuck, cocksuckers dans à peu près chacune de ses phrases. Et en fait, la série va reprendre la trame du western classique avec le bon, Brooke. La brute et le truand sont incarnés par Swearingen et ses acolytes. Mais la série renverse totalement cette trame parce que les deux personnages vont finir par s'allier vers la fin de la première saison, avant, avant que Deadwood ne rejoigne le territoire du Dakota. Donc en fait, leur but, c'est que Deadwood reste une ville qu'ils dirigent eux-mêmes et qu'elle ne soit pas annexée par le gouvernement fédéral. Et donc, de manière générale, Deadwood va prendre le contre-pied de toutes les attentes d'un spectateur féru de western. Alors justement, Claire, cette question-là est très très intéressante. J'aimerais maintenant qu'on insiste sur cette fonction-là de Deadwood, c'est-à-dire d'étudier véritablement comment est-ce que s'y sont pris les showrunners pour véritablement renverser, hein, je l'ai dit tout à l'heure dans la question précédente, les attendus qu'on avait jusque-là des westerns. Alors, dans les westerns qu'on regarde, on va retrouver toutes sortes d'oppositions structurantes qui structurent ce mythe de l'Ouest. Et, c'est l'historien Jim Kitces dans Horizons West qui les a identifiées principalement. Et en fait, ces oppositions structurantes qu'on voit dans le western, ce sont des manifestations de la frontière, donc telle qu'elle a été décrite par Frederick Jackson Turner. Par exemple, dans le western, on va retrouver l'opposition entre la nature ou la sauvagerie. Donc, l'homme de l'Ouest est proche de la nature, il sait s'y intégrer, il sait s'y adapter. Et la civilisation ou la culture. Donc, la civilisation et la culture, elles sont incarnées par le gouvernement fédéral ou par des bourgeois qui sont venus de la côte Est. Donc, qui tentent d'imposer leurs règles dans un environnement qui n'accepte pas les règles. Une autre opposition classique, c'est celle de l'individu et de la communauté. L'Ouest, c'est un environnement qui est représenté comme étant beaucoup plus individualiste que celui de l'Est, car il n'est pas civilisé. C'est pour ça, en fait, qu'on a cette figure du cow-boy solitaire. Dans le western classique aussi, le bon est aisément identifiable et il reste bon jusqu'à la fin. Son éthique, elle n'est jamais mise en doute. Et même dans les westerns qu'on dit révisionnistes, c'est-à-dire ces westerns qui vont reprendre l'histoire de l'Ouest pour la prendre du point de vue des Amérindiens, donc là, par exemple, Little Big Man ou Danse avec les loups, même ces westerns révisionnistes vont tendre à garder cette structuration du mythe par les oppositions. Or, Deadwood renverse toutes ces oppositions structurantes du western. Donc, comme je l'ai dit, celui qu'on perçoit comme bon, Seth Brooke, déjà, il va s'allier avec Swearingen, donc le tueur cruel, mais Brooke va aussi se révéler être un tueur très brutal. Par exemple, dans le 6e épisode de la première saison, Brooke rencontre un Sioux et donc il se sent attaqué et va s'en suivre une lutte à mort. Et le meurtre du Sioux, c'est évidemment pour Brooke d'abord une question de survie parce qu'il est attaqué, mais on voit qu'il y prend un plaisir évident et en fait, il le bat à mort bien plus que nécessaire jusqu'à ce que le corps n'ait plus forme humaine. Et House Warringen, à l'inverse, contre toute attente, devient celui qui parvient à mettre en place un esprit de communauté à Deadwood, en rassemblant toutes les grandes figures de la ville. Et un autre renversement, c'est celui de l'opposition entre nature et culture. Dans l'Ouest classique, on avait cette vision des grands paysages, par exemple de Monument Valley, des montagnes, voilà, qui sont sublimes. Et dans Deadwood, ce n'est pas du tout le cas. C'est ni l'ouest du jardin, donc c'est pas l'ouest des montagnes. Ce n'est pas l'ouest du désert, donc c'est pas l'ouest de Monument Valley, donc qui étaient les deux grandes représentations du paysage dans le western. Au contraire, en fait, c'est l'ouest de la boue, de la poussière, de la claustrophobie. Et on le voit aussi dans l'esthétique de la série. C'est-à-dire que dans les westerns classiques, on a souvent ces plans d'ensemble qui cadrent le personnage au milieu de grands espaces. La nature, c'est l'élément central. Et dans Deadwood, en fait, on va avoir des séries de gros plans sur les acteurs et les actrices. Et donc, en fait, l'Ouest, c'est plus une histoire de personnages, de nature. C'est plus un lieu, mais ce sont des individus.
En préparant, Claire, cette émission, vous avez qualifié du coup Deadwood de série historienne. Alors j'aimerais que vous développiez ce point pour les auditeurs et auditrices parce que je pense qu'il est central et qui, vous l'avez dit, hein, de par la réaction de la mère de l'acteur et de par ce que vous venez de dire par rapport à tous les attendus qu'on a sur les westerns, depuis ces western spaghetti et autres des années 60 ou 70. En quoi, justement, on voit mieux d'ailleurs dans la série ce qui est, j'allais dire, la vraie histoire avec un grand H de l'Ouest américain dans la série? Alors, en fait, on a un showrunner qui est, David Milch, qui est, passionné d'histoire et en fait, en préparant la série, il a, consulté, pendant 2 ans des ouvrages, des biographies de ces figures historiques, que j'avais citées. Il a consulté des documents d'archives, il a consulté des articles de journaux de l'époque. Il est allé à Deadwood, pour visiter la ville et son objectif, c'était de dépeindre la ville et la période le plus fidèlement possible. Et donc en fait, il voulait, donner la vraie histoire de, Seth Bullock, Saul Starr, Al Swearingen, Wilbur Hickok, son compagnon Charlie Utter ou, Calamity Jane. Et donc dans la série, on voit que les costumes et les coiffures des acteurs, ils sont très proches de ce que l'on voit sur les photographies d'époque. Par exemple, quand on regarde, Wilbur Hickok dans Deadwood et qu'on compare avec les photographies de l'époque, c'est vraiment frappant. Et c'est particulièrement intéressant parce que ces grandes figures légendaires, comme je vous l'avais expliqué, elles ont été, mythifiées en même temps que la conquête de l'Ouest, notamment dans le Wild West Show de Buffalo Bill et donc elles ont été représentées à de nombreuses reprises sur les écrans de cinéma, dans un mouvement de mythification dont eux-mêmes étaient les auteurs. Calamity Jane, par exemple, elle s'est auto-mythifiée. Donc, elle a écrit une autobiographie et donc elle a largement enjolivé sa relation avec Wilbur Hickok et son rôle dans la conquête de l'Ouest. Or, dans Deadwood, les mythes n'ont plus leur place. Donc, c'est vraiment le réalisme historique qui est voulu. Euh, Par exemple, quand on voit la trajectoire narrative de Wilbur Hickok, on voit que c'est pas un héros, c'est un joueur de poker invétéré qui a perdu ses idéaux et qui refuse absolument d'être un héros d'ailleurs. Et comme l'histoire, avec un grand H, l'a maintes fois raconté, il sera tué dans la série lors d'une ultime partie de poker. Seth Bullock, comme on l'a vu, alors lui, il était présenté comme un shérif, comme un grand justicier, mais ce n'est pas du tout le héros justicier qu'on attendait. Par exemple, dans le tout premier épisode de la première saison, on voit que Seth Bullock décide de pendre un condamné dans sa prison. Et ça, en fait, c'est un renversement total des conventions du western classique parce qu'on n'aurait jamais vu un shérif faire cet acte de violence à l'écran. Or, dans Deadwood, on le voit. Et c'est surtout Calamity Jane, je dirais, qui fait l'objet d'un renversement total par rapport au mythe et par rapport à ses incarnations au cinéma. Donc son vrai nom, c'était Martha Jane Canary. Et donc elle a écrit une autobiographie, comme je l'ai dit. Elle se présentait dans cette autobiographie comme une chasseuse hors pair, comme une exploratrice de l'Ouest, et elle se mettait en scène dans de multiples aventures. Donc elle a été incarnée au cinéma, alors moins que ses collègues masculins. Mais notamment, elle a été incarnée par Doris Day en 1953 dans un film où c'est sa beauté qui passe au premier plan. Donc, on est dans les années 50. Hein. Mais dans Deadwood, Martha Jane Canary, elle est beaucoup plus proche de ce que les historiens ont découvert sur elle. Donc les historiens ont découvert qu'en fait, elle s'est prostituée la majeure partie de sa vie par nécessité économique et qu'elle a erré de ville en ville, le plus souvent sous l'influence de l'alcool. Mais c'était aussi une femme de cœur et elle s'est notamment occupée d'un hôpital de fortune pour soigner des malades de la variole au péril de sa vie. Et donc Deadwood ne montre pas Jane comme une prostituée, mais en revanche montre son alcoolisme. Elle est le plus souvent dans la série complètement ivre-morte, elle se retrouve dans des postures totalement comiques. Mais en même temps, elle est capable d'empathie et d'amour pour son prochain. Et Deadwood a cette particularité qu'il représente son passage dans l'hôpital lors de l'épidémie de variole. Et ça, c'est un passage qui n'a pas été représenté dans le western classique.
Et donc, j'appelle cette série une série historienne parce qu'elle mêle constamment faits historiques et fiction. Et donc, David Lynch prend véritablement la posture d'un auteur historien qui sait que l'histoire avec un grand H doit être fictionnelle pour être vraie. Et là, je reprends les termes de l'historien Robert Rosenstone, qui a écrit History must be fictional in order to be true. Alors, vous évoquiez à l'instant le cas de Jane et j'aimerais qu'on insiste sur maintenant, peut-être dans cette partie de l'émission, Claire, sur la place des femmes, parce que je pense que Deadwood, là, fait partie vraiment d'une série novatrice là-dessus, hein, sur peut-être cette vision plus genrée des westerns, parce que quand on pense western, on vous l'avait dit, hein, dans l'émission, on pense aux cow-boys solitaires, hein. On a des figures de western, que ce soit des figures réelles ou des figures imagées, avec Clint Eastwood, par exemple, au cinéma. Et puis là, Deadwood, il y a une vraie place qui est mise en avant de par les femmes. Alors, on va voir les femmes dans différents rôles, mais en premier, c'est vrai qu'il y a un regard sans phare, je pense, sur l'oppression des femmes. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est véritablement là où Deadwood se révèle novatrice, c'est sur la représentation des femmes. Donc, le western est un genre qui est vu comme masculin et conservateur. Et c'était toujours le cas à l'époque de Deadwood, hein. On n'est quand même pas très loin après Danse avec les loups. C'est vrai que ces dernières années, on a pu voir à l'écran des films comme Mix Cut-Off, les westerns de Chloé Zhao, les séries Westworld et Godless. Donc, elles mettent en scène des personnages féminins, elles mettent les femmes au cœur du genre. Mais il faut se rappeler qu'au début des années 2000, donc à la période de Deadwood, le western restait véritablement un genre masculin. Et les rôles secondaires étaient réservés aux femmes. Les rôles qui leur étaient réservés, par exemple, c'était ceux de l'épouse pure et obéissante, la maîtresse d'école civilisatrice, la prostituée au grand cœur, qu'on ne voyait d'ailleurs jamais se prostituer. Et donc, à l'inverse, les premières scènes de Deadwood s'ouvrent sur l'oppression permanente des femmes par les hommes dans l'Ouest. Donc, comme vous l'avez dit, cette oppression, elle est montrée sans phare. Donc, le générique, par exemple, montre une femme nue qui se baigne. Et donc, on voit ici l'association directe qui est effectuée entre la femme et le sexe. Et la première femme que l'on voit ensuite voir dans le premier épisode, c'est Trixie, qui est prostituée dans le saloon de Swearingen. Et en même temps, Trixie, elle est l'amante de Swearingen. Donc, c'est un petit peu un syndrome de Stockholm à la version western. Et dans cet épisode, Trixie tire sur un client qui la bat. Et la réaction de Swearingen est d'une violence inouïe. Quand on regarde cet épisode, on est vraiment frappé par la violence qui se dégage de la scène. Donc Swearingen la jette contre un mur et ensuite il lui écrase le cou avec son pied jusqu'à ce qu'elle promette de ne plus commettre un tel acte contre ses clients. Et à ce moment-là, la caméra, elle est en plongée totale quand il lui écrase le cou avec son pied, ce qui chosifie Trixie encore plus. Et dans Deadwood, par rapport à quantité d'autres westerns auparavant, la prostituée, elle est véritablement montrée. La réalité de la prostitution est visible. Donc, l'esclave économique, la traite des blanches, la violence, les maladies vénériennes font partie du quotidien des prostituées. On voit des passages où le docteur vient voir les prostituées pour vérifier qu'elles n'ont pas de maladie. Et de manière générale, la réalité des femmes, elle est, dans l'Ouest, elle est véritablement montrée. Et donc, on voit d'autres personnages comme Joni Stubbs, qui est prostituée dans le saloon de Sight River. Elle souffre des mêmes maux que Trixie et on comprend qu'elle a été achetée par Tor River quand elle avait 14 ans. Mais il ne s'agit pas seulement des prostituées qui sont montrées dans leur réalité, entre guillemets. On a aussi les femmes de la bourgeoisie. Par exemple, Anna Garrett, c'est une femme bourgeoise. Et au fur et à mesure de de la première saison, on comprend que son père l'a forcée à se marier pour éponger ses propres dettes. Et donc ça, c'est une forme bourgeoise de la prostitution. Et Anne Margaret, elle se drogue au laudanum, ce qui lui permet d'échapper à l'oppression que représente son mariage. Et quant à Calamity Jane, à un moment, elle s'effondre dans les bras de Charlie Hutter après une confrontation avec Swearingen, et elle lui avoue qu'elle a été violée à répétition dans son enfance. Et en fait, tout son comportement masculin, son langage grossier, son alcoolisme, ce sont des mécanismes de défense dans un monde qui est dominé par les hommes.
Et donc, pour les femmes, en fait, le sexe, c'est une monnaie grâce à laquelle elles parviennent à survivre, hein. Et pour Martha Jane Canary, la manière dont elle survit, en fait, c'est de se comporter comme un homme. Alors, il est probable, hein, que le quotidien des femmes en 1876 ressemblait pour partie à ce qui est dépeint dans Deadwood, mais il est évident aussi que la série montre des préoccupations contemporaines. Et c'est ce que Milch a confirmé dans l'ouvrage Deadwood, Stories from the Black Hills. Partout dans le monde, des femmes sont exploitées pour leur sexe. Elles sont violées, elles sont battues, elles sont tuées. Elles n'ont pas la maîtrise de leur propre corps. Et on a pu récemment le voir, hein, aux États-Unis avec l'arrêt de la Cour suprême qui a renversé Roe v. Wade, et qui fait que l'avortement est désormais régulé par les États et plus par le gouvernement fédéral. Et l'avortement, par ailleurs, est abordé dans Deadwood dans la saison 3. Et ça aussi, c'est un écart par rapport à ce qui a pu être représenté auparavant dans les séries, au cinéma, l'avortement représentant un des tabous de, de la représentation à l'écran. Et en ce sens, pour moi, la série est féministe parce qu'elle montre bien les problématiques d'oppression des femmes. Et elle l'est également parce que les femmes parviennent malgré tout à résister à cette oppression et à se construire comme individus. Alors, vous avez montré effectivement, hein, toutes ces femmes, tout ce qu'on leur faisait subir, hein, véritablement dans cet Ouest sans phare de Deadwood. Et pourtant, à travers cela, vous avez qualifié, c'est vrai, cette série de féministe. Et ce féminisme aussi s'inscrit dans l'idée que les femmes ont l'air plus fortes qu'il n'y paraît. On a des portraits très, très bien ciselés, je trouve, de femmes vraiment qui ont du caractère. Et ça montre, d'ailleurs, peut-être, vous allez me dire, Claire, une certaine résistance féminine. Voilà, c'est ça. Ce qui est très intéressant dans Deadwood, c'est que les femmes renversent le rôle qui leur est assigné. Donc, au début, on peut penser, bon, par exemple, Trixie, elle est prostituée, elle va rester prostituée, elle est bloquée. Ce n'est pas du tout le cas. Et dès la première saison, elle va résister à Swearingen en achetant de nouveau une arme, alors même qu'il lui a interdit d'en avoir une. Et au fur et à mesure de la saison, on va voir qu'elle fait des choix, qu'elle se libère de l'emprise de Swearingen. Par exemple, elle a choisi de faire l'amour avec Soulstar, et donc elle se défait de l'emprise de son amant. C'est pareil avec Alma Garrett, qui se transforme dès l'épisode 4 de la première saison. Lorsqu'elle soupçonne que son mari a été assassiné à la mine, elle décide de ne plus être dépendante du laudanum avec l'aide de Trixie. Et elle décide de prendre le contrôle de sa mine d'or, qui lui revient à la mort de son mari. Et donc, contre toute attente, et à l'inverse de ce que tous les personnages masculins lui demandent de faire, elle reste à Deadwood. Et elle devient une femme d'affaires, et elle finit par ouvrir la première banque de la ville. Donc on voit que les femmes se construisent en tant qu'individus, là où la société de l'Ouest cherche à les déshumaniser et à les faire rester à leur place. Et elles cultivent également des liens d'amitié entre elles qui leur permettent de résister à la domination masculine. Par exemple, elles prennent soin de l'orpheline Sophia. Donc on voit Calamity Jane, puis Alma Garrett, puis Trixie prendre soin de Sophia. Et elles la préservent de l'influence des hommes, c'est-à-dire en lui permettant de ne pas subir la violence sexuelle qu'elles-mêmes ont subie. Et ce faisant, elles assurent la force de la génération suivante, c'est-à-dire une génération de femmes éduquées, préservées et fortes. En devenant les mères de Sophia, les femmes prennent le pouvoir sur l'avenir. Donc, cette représentation des femmes doit beaucoup au contexte de production de Deadwood. Donc, on est en 2004, 2005, 2006. Et notamment, elle doit beaucoup à la troisième vague du féminisme. Cette vague qui a mis en lumière la question de l'individualisme, de l'individualité des femmes. Et cet individualisme, il est compris comme l'accomplissement des objectifs et des désirs de la femme, ainsi que sa capacité à compter sur elle-même. D'autre part, cette représentation des femmes, elle doit beaucoup au travail de recherche historique effectué par Milch. Donc, ces 20 dernières années, on a eu un grand mouvement de l'histoire des femmes. Donc, en fait, on a pu revisiter l'histoire des femmes dans différentes époques, et notamment les historiens de l'Ouest ont revu l'histoire de l'Ouest par le prisme des femmes.
Et ils ont démontré ces 20 dernières années que les femmes ont joué de multiples rôles lors de la conquête de l'Ouest. Et donc, elles n'étaient pas simplement des épouses sans pouvoir ou des maîtresses d'école civilisatrices. Par exemple, dans les Black Hills, les historiens ont découvert que les femmes pouvaient être des femmes d'affaires, qu'elles possédaient des mines d'or. Donc ici, on voit le personnage d'Erma Garrett, hein, qu'elles pouvaient posséder des bordels, des saloons. Donc là, c'est le personnage de Joanie Stubbs qui décide d'ouvrir un saloon. Elle possédait des magasins, elle travaillait comme gouvernante, comme maîtresse d'école. Donc là, c'est le personnage de Martha Bullock. Et qu'elle pouvait travailler comme prostituée. Elle restait dans l'Ouest lorsqu'elle devenait veuve, donc elle ne retournait pas vers l'Est. Et on avait aussi des joueuses de poker, notamment à Deadwood, Poker Alice, dont le vrai nom était Miss Alice Ivers. Et toute cette histoire des femmes, elle avait été laissée de côté dans les westerns, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Même les westerns dits révisionnistes ne laissent pas cette place aux femmes. Et Deadwood fait remonter cette histoire des femmes à la surface, rendant ainsi leur place aux femmes de l'Ouest. Elle rend aussi leur place aux femmes de l'industrie du cinéma et de la télévision. En... Ainsi, Deadwood, c'est une des trop rares séries à avoir été écrite en grande partie par des femmes. Donc, je rappelle qu'en 2004, le rapport homme-femme était très mauvais pour les scénaristes, hein. On était à un rapport d'environ 5 hommes scénaristes pour une femme pour le cinéma, et pour la télévision, de 5 hommes scénaristes pour 2 femmes. Et dans Deadwood, hein, ce qui est très intéressant, c'est que la moitié des scénaristes sont des femmes, et ce sont elles qui écrivent les épisodes qui sont centrés sur les femmes. On a notamment Bernadette McNamara, ainsi que Elizabeth Sarnoff, qui a écrit de nombreux épisodes de la série Lost. Et à partir de la saison 2, une scénariste qui écrit plusieurs épisodes, c'est Regina Corrado. On en arrive, Claire, au bout de cette émission sur Deadwood, sur le western. On a parlé beaucoup de thématiques, de revisiter le western. On a parlé aussi, vous l'avez dit, hein, du rôle des femmes qui a été longtemps sous-estimé par les scénaristes. Et vous avez dit que comment Deadwood a remis ce rôle-là au centre. Alors peut-être, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Claire, sur cette série véritablement qui, vous l'avez dit, montre quelque part l'Amérique vraie, j'allais dire, et qui vient contredire tous les mythes de la conquête de l'Ouest. Oui, alors en fait, quand on a une production comme ça qui vient contredire des mythes, en général, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un commentaire sur l'actualité contemporaine. Et donc, on voit en fait que Deadwood, c'est une série de son temps. Comme tous les westerns, elle dépeint des préoccupations contemporaines. Et l'historien Richard Slotkin, qui a écrit un ouvrage majeur sur le western intitulé Gunfighter Nation, indique que c'est le propre du western. Euh, C'est-à-dire que quand on s'attaque à ce mythe fondateur de l'Amérique, donc c'est un des plus grands mythes fondateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à tirer des conclusions sur la période contemporaine. Donc, par exemple, au cinéma, on avait They Died with a Boots On, qui promouvait le patriotisme à l'heure où les États-Unis entraient dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'idée, c'était de présenter l'armée américaine sous un jour particulièrement positif. Et notamment, à ce moment-là, on présentait le général Joe Johnston Custer sous un jour très positif, au contraire dans les films révisionnistes des années 70, où on présentait Custer comme quelqu'un qui a effectué un génocide des tribus amérindiennes. On a un autre exemple, c'est High Noon. High Noon, c'est toute une réflexion sur le macartisme et la chasse aux sorcières dans les années 50. Et enfin, par exemple, Les Tour Big Man, c'est un western révisionniste donc, qui reprend le point de vue des Amérindiens et notamment des Cheyennes. Les Tour Big Man, c'était véritablement un film de 1970 parce que là, en fait, il décrit le mouvement des droits civiques et notamment le mouvement amérindien pour la reconnaissance des droits civiques amérindiens.
Donc pour Deadwood, donc on a vu qu'il y a un renversement de ce mythe. Et ce que Deadwood montre, c'est véritablement pour moi l'effondrement des mythes fondateurs de la culture américaine. Donc on a cette série où les héros ne se révèlent pas héroïques. L'Ouest n'est pas un Éden. On voit qu'une société sans loi ne peut être contrôlée que par le plus cruel de tous. On voit que la violence triomphe à Deadwood. Et pour moi, on peut y lire le reflet des troubles de l'Amérique au début des années 2000. Avec le 11 septembre, l'illusion d'une Amérique toute puissante s'est brisée. Et se sont ensuivies les longues et sanglantes guerres en Afghanistan et en Irak, où l'idée même de la démocratie à l'américaine est pulvérisée dans les scandales de Guantanamo et d'Abu Ghraib. Et donc l'ouest de Deadwood, où se heurte l'idéal démocratique de la frontière conceptualisé par Frederick Jackson Turner, c'est le reflet de la politique étrangère du gouvernement Bush. C'est-à-dire que loin d'apporter la démocratie en combattant l'axe du mal, c'était l'expression employée par George W. Bush pour la guerre en Irak, on voit que la société américaine s'embourbe dans une violence sans fin qui se retourne contre elle-même. Claire du trio, merci beaucoup pour la présentation de cette série Deadwood, qui fait partie des grandes séries, des premières vraies séries, on va dire, produites par HBO. Vous avez fait le rappel avec Rome, c'est la même époque et c'est en partie ces séries-là, de par leur réalisme, vous l'avez très bien montré, qui ont lancé véritablement cette plateforme qui a ensuite gardé d'ailleurs cette recette et puis transformé l'essai un peu plus tard avec une autre série de fantasy, ce coup-ci Game of Thrones, où on retrouve des problématiques qui sont pas si éloigné de tout ce que vous venez de montrer effectivement sur Deadwood. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative, je l'ai dit à l'introduction, que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. J'invite les auditeurs et auditrices à s'y rendre pour aller peut-être trouver des articles, des livres qui permettront d'approfondir les thématiques que vous avez évoquées tout au long de l'émission. Et puis d'ailleurs, les auditeurs et auditrices peuvent aller sur le site de façon générale, se rendre dessus pour voir toutes les émissions que l'on a pu produire depuis le début, avec à chaque fois une présentation rapide, ainsi que tout ce que l'auteur de l'émission a pu mettre en avant. Et puis notre actualité, retrouvez-la sur les réseaux sociaux. On va vous promettre pour 2023 un certain nombre de nouveautés, dont des conférences et des colloques sur les séries, mais ça on vous en dira plus en temps voulu. Claire, vraiment merci, et puis j'espère à bientôt pour une nouvelle série. Vous en avez évoqué quelques-unes dans l'émission et ça serait sympa si vous veniez nous revoir pour les présenter. Merci. Merci beaucoup et puis avec plaisir pour reparler du western, par exemple dans Godless, pourquoi pas. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I'm mistaken, you want to offer running away. No one is left today.